Bonjour à tous. Donc, ravi que Voodoo soit aujourd'hui sur scène à cette biennale, au lieu donc, du luxe, de la créativité et de l'environnement. Et je vais commencer cette présentation donc, par une citation. Les architectes ne font pas de bâtiments, ils dessinent de nouvelles manières de voir. L'ambition d'un architecte, c'est simplement de rebâtir le monde, de reconstruire notre image de la nature. Donc mon histoire à moi, c'est l'histoire d'un architecte qui est devenu chimiste pour développer les matériaux des bâtiments de demain. Donc j'ai fait mes études au Japon, aux États-Unis, en France, et j'ai ensuite eu la chance de travailler sur parmi les plus grands bâtiments de ce début du siècle, comme le stade des JO de Pékin, le Louvre II à Lens, l'Opéra Harpa de Reykjavik en Islande, et aussi la Parsons New School of Design donc à New York. Un jour, j'ai réalisé que c'est véritablement impossible de construire les bâtiments de demain avec les matériaux d'hier en espérant qu'ils répondront à tous les enjeux environnementaux et démographiques qu'on va avoir à notre époque. Donc j'ai un jour finalement décidé de troquer mon bureau d'architecte contre un microscope et je suis parti à Harvard et au MIT étudier ce que j'appellerais l'ADN des bâtiments, à savoir la science des matériaux. Donc quelques éléments de contexte sur le secteur de la construction. On assiste aujourd'hui à une raréfaction donc généralisée à l'échelle globale de nos ressources en matières premières pour la production de matériaux traditionnels comme le béton ou l'acier. En parallèle, le secteur de la construction, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'équivalent de 2,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Ça, pour vous donner un référentiel, c'est l'équivalent de toutes les voitures qui circulent sur la surface de la planète. En parallèle, le bois, c'est un matériau qui est 100% renouvelable, 100% neutre en carbone, et il est largement disponible, puisque en France, par exemple, 50% du bois qui pousse chaque année, il est inutilisé. Donc le bois, c'est vraiment un matériau formidable pour l'émergence de sociétés bas carbone de demain, mais le problème de ce matériau, pour vraiment qu'il devienne le matériau du XXIe siècle, c'est qu'il présente 4 limites à dépasser. Le bois, ça brûle, ça pourrit, c'est une résistance limitée dans la construction et c'est cher de par son effort de maintenance. Donc, chez Voodoo, vous pourrez rencontrer différents membres de l'équipe aujourd'hui à la Biennale, comme Abir, Aurélien, Camille, Raphaël, Maxime et Serge. Et nous, on a développé et breveté une technologie qui permet de reconstruire ce matériau à l'échelle moléculaire pour dépasser toutes ces contraintes et vraiment en faire le matériau phare de l'industrie bas carbone de demain. Donc, ce qui se passe, c'est que, juste avant, on commence par extraire la lignine du bois massif. La lignine, c'est comme le ciment entre les fibres, en fait. Donc on l'extrait et on vient la remplacer par une résine végétale qui vient durcir à l'intérieur du matériau et qui lui confère des propriétés extraordinaires. Donc je vous ai amené un échantillon aujourd'hui pour vous parler plus en détail du matériau. Donc il en devient translucide, imputrescible, 3 fois plus rigide que le bois d'origine et plus résistant au feu. D'un point de vue environnemental, ce qui est vraiment intéressant avec cette technologie, c'est de pouvoir finalement revaloriser les bois de faible constitution comme le charme, le tremble, le peuplier, on en a plein en France. Ça finit d'ordinaire en pâte à papier ou en bois de chauffage. Et nous, toutes ces essences-là, qui sont trop fragiles pour en faire quoi que ce soit, on peut les renforcer, les revaloriser pour en faire des matériaux high-tech. Il y a une notion qui nous est chère chez Voodoo, c'est le fait de réinventer, le potentiel de réinventer des matériaux anciens pour leur conférer vraiment des nouvelles propriétés. Et ça nous amène à un concept qui est celui du futur primitif, ou du futur comme redécouverte du passé, parce que les grands enjeux environnementaux qu'on va avoir au cours de ce siècle-là, les solutions, il n'y a pas à les inventer, elles sont déjà là, elles sont déjà présentes dans la nature, et on peut aujourd'hui les redécouvrir grâce à la technologie. Donc, ce qui est aussi fascinant avec la technologie qu'on a développée, c'est le fait qu'avec un même procédé, vous voyez ici, vous avez différentes essences de bois vues sous microscope, donc des feuillus et des résineux, et avec un seul process, on arrive à une infinité de bois translucides différents. Donc on est sur un nouveau matériau, mais on est encore plus sur une nouvelle famille de matériaux, comme si c'était un nouvel alliage. C'est une vidéo, allez-y.
Donc le matériau, il a des propriétés optiques, physiques, esthétiques complètement nouvelles, qui en fait nous permettent de nous déployer sur différents marchés, qui sont des marchés soit qui s'intéressent à un aspect esthétique fort, comme celui du luxe, ou des aspects techniques beaucoup plus poussés, comme l'industrie aéronautique, automobile, nautique ou celui de la construction. Donc, notre plan de développement, ça va commencer par adresser des marchés de niche à haute valeur ajoutée sur le segment du luxe et progressivement nous décaler vers des marchés de masse à l'aspect réglementaire beaucoup plus poussé. Premier marché, l'industrie du packaging de luxe. Donc vraiment pour mettre en valeur l'aspect esthétique complètement inédit de ce matériau. L'industrie aussi horlogère et de la lunetterie. En second lieu, celui de l'intérieur automobile. Alors ce matériau, il a le potentiel vraiment de changer notre perception et notre expérience passager dans les intérieurs auto, par exemple par l'intégration de dispositifs interactifs à l'intérieur de l'automobile, notamment dans la perspective des véhicules autonomes de demain. Donc une vidéo ici aussi, qui permet d'imaginer si on venait à développer des éléments de portière ou de tableau de bord, quel genre d'expérience visuelle ou d'environnement ou ambiance on aurait à l'intérieur de ces véhicules autonomes qui nous transporteraient d'un point A à un point B. Parce que l'industrie automobile de demain, c'est plus juste un moyen de transport, ça va devenir un espace de vie. Mais le potentiel ultime de ce bois réinventé, ça sera dans un horizon de 5 ans, pour la production d'éléments de bâtiments, notamment des tours en bois, aujourd'hui impossible à réaliser avec du bois traditionnel. Donc imaginez une seconde qu'en combinant la nature et la technologie, les prochaines tours en bois de la Défense, eh bien, elles pourront être réalisées. Le bois, c'est un des matériaux les plus performants que la nature ait élaboré sur près de 420 millions d'années. Donc nous, chez Woodoo, notre credo, c'est de dire que si le 19e siècle a été l'âge du fer, le 20e siècle l'âge du béton, on en a la conviction, le 21e siècle, ça sera l'ère du bois dans la construction. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la technologie, sur les marchés, sur les aspects environnementaux. Je pense qu'on doit avoir des micros à vous passer. Oui. Pardon. Juste une petite question. Bonjour, déjà merci pour la présentation. Vous dites que vous injectez une résine naturelle, c'est ça? C'est oui, ce que j'ai entendu. Biosourcée, tout à fait. Quel est le processus? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes capable de donner une forme au bois au moment où vous injectez la résine? Est-ce que le bois va garder cette forme-là? Est-ce que c'est similaire à ce qu'on peut avoir sur une fibre de verre en termes de principe? Oui, tout à fait. Alors, on a des prototypes sur notre stand. On sera ravis de vous les montrer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on vient délignifier le bois. Donc, la lignine, c'est comme le ciment entre les fibres. Quand on l'extrait, le bois devient plus flexible. Et après, on peut lui donner une forme et le stabiliser en injectant notre résine biosourcée qui va venir figer la forme finale du prototype qu'on a envie de réaliser. Donc c'est un peu ce que vous décrivez. La différence, c'est qu'on garde l'intégrité de la matrice cellulaire du bois. Donc c'est pas du tout du bois reconstitué, c'est du bois où on a conservé toutes les cavités cellulaires, on remplace l'air par notre résine et on fige la forme. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui fait l'intelligence du bois, cette microgéométrie. Si vous venez la détruire, on le voit avec certains composites qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie, ils sont beaucoup moins performants mécaniquement que si on gardait cette microstructure du bois qui a été optimisée par la nature sur des centaines de millions d'années. Donc en soi, le job a été bien fait. Donc nous, on capitalise sur ça et on le renforce par notre process. D'accord, merci. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question par rapport à dans l'industrie automobile. Oui. Comment ça va en termes de recyclage? Est-ce que ça va jusqu'au bout?
Oui, bien sûr. Alors ça, on a plusieurs formulations aujourd'hui pour différentes industries. Donc il y a des thermoplastiques et des thermodurcissables. L'intérêt du thermoplastique, c'est qu'on va pouvoir, si on le réchauffe, séparer la matrice plastique de la matrice bois. Donc ça, pour l'industrie automobile, pour toutes les perspectives de recyclage, c'est hyper important. Ensuite, l'intérêt des thermodurcissables, c'est que une fois qu'ils sont polymérisés, ils vont plus se ramollir et du coup, ils sont beaucoup plus résistants au feu. Donc, il y a, en fonction de l'application donnée, on va utiliser différentes gammes de polymères. Je vous parlais tout à l'heure donc d'une famille extrêmement large de produits qu'on peut faire en venant jouer sur des essences de bois spécifiques qui ont toute une microgéométrie particulière et toute une gamme de polymères qu'on combine à cette matrice. On arrive vraiment à une gamme extrêmement large qui couvre beaucoup de besoins de l'industrie aujourd'hui. Et du coup, vous êtes déjà en contact avec des designers, des gens qui travaillent très en amont, parce que sur les véhicules d'aujourd'hui, ces choses-là sont difficilement applicables en fait. Oui, alors on voit que tous les constructeurs et les équipementiers, ils sont en train de réfléchir à... si vous avez l'opportunité de revenir sur la slide automobile, si c'est possible, en tout cas, tout ce qui est backlighting, tout ce qui est interface tactile, tout ce qui va favoriser l'expérience utilisateur dans les habitacles, tout le monde travaille sur ça aujourd'hui. La seule chose, c'est que ça va sortir dans les voitures à horizon de 5 ans, parce qu'ils ont des process extrêmement longs en termes de validation du matériau, de production. Mais tout ce que vous voyez là, par exemple, là dans les intérieurs, on voit que certaines marques automobiles ont développé leur identité de marque autour du bois. Pas besoin de les citer, certains allemands et d'autres anglais. En tout cas, le tableau de bord que vous voyez ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, finalement, c'est assez artisanal parce qu'ils viennent gainer cette pièce bois à la main sur un noyau porteur. Voilà. Et ils en cassent 4 sur 5. Parce qu'en fonction des différentes coupes du bois, qui n'a pas le même veinage, on ne peut pas appliquer la même force à ce matériau. Donc il n'est pas très reliable. C'est difficile de reproduire tout le temps le même process sans avoir des déchets, à savoir les planches de bord qui se cassent. Nous, avec notre process, le bois est beaucoup plus homogène, donc on va pouvoir optimiser du coup ce process. Le deuxième aspect, à chaque fois qu'on rencontre des constructeurs automobiles, c'est vraiment ça qui les intéresse, à savoir imaginer demain le transport. Ça va un petit peu être un retour en arrière, le bon vieux retour du fiacre ou du carrosse. Hein. Donc on est dans un habitacle et on veut que ça soit agréable et se faire transporter d'un point A à un point B de manière seamless. Donc, tous les éléments de décor que vous allez avoir, le fait de pouvoir intégrer à des éléments traditionnels qui résonnent en nous, hein, parce que le bois, il y en a eu dans toutes les industries, il y en a eu à tous les siècles, et ces matériaux traditionnels-là, leur conférer un aspect high-tech, notamment tactile, c'est tout à fait nouveau. Donc on peut projeter des informations. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir contrôler la température, on va pouvoir mettre de la musique, etc. Mais c'est de l'information qui n'est pas perturbante, parce qu'elle arrive si on en a envie, quand on touche le matériau. Dernier aspect, les éléments de structure. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, on voit qu'il y a toujours une dichotomie entre des éléments de finition et des éléments de structure. Si on arrive à faire des éléments décoratifs structuraux, on arrive à un énorme enjeu de l'industrie automobile qui est de faire des structures de voitures qui sont plus légers et du coup qui économisent beaucoup de gaz à effet de serre justement dans le transport. Ça, c'est valable pour l'automobile, mais quand on rencontre des industriels du secteur ferroviaire, aéronautique, nautique, tous ces éléments-là, c'est des choses qui leur parlent beaucoup. Oui, rebonjour. Bonjour. J'ai compris que le matériau était fait avec une charge naturelle et une charge biopolymère. Mm-hmm. L'approvisionnement sur la charge naturelle me paraît raisonné. Oui. Comment on justifie la même chose pour le biopolymère? Est-il éco-responsable, si je peux le dire comme ça? Tout à fait. Alors la formulation aujourd'hui, comme vous l'imaginez, on travaille sur beaucoup de brevets en cours. Donc il y a des choses, notamment l'origine de cette résine, la manière dont on délignifie, qu'on ne peut pas communiquer. Vous allez le lire dans les brevets quand ils sortiront. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas vous le dire. Mais en tout cas, pour l'approvisionnement de cette résine biosourcée, ce n'est pas une algue bleue d'Australie où on doit faire des dizaines de milliers de kilomètres pour aller la chercher, la ramener en France, la synthétiser et l'intégrer dans notre matériau. C'est quelque chose qui est très abondant sur tous les continents et qu'on peut, nous, du coup, utiliser, formuler et l'intégrer dans notre matériau.
Et pour l'aspect forêt éco-responsable, alors à terme, la grande ambition de cette technologie-là, c'est non pas de la garder uniquement pour nous, mais de la partager avec le pays ou même toute l'Europe, pour que, par exemple, aux scieries, les scieries aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais juste un petit élément sur l'aspect économique de la filière bois. La France, on est la seconde puissance forestière européenne, juste derrière la Finlande. Okay ? On a énormément de forêts. Et on ne sait pas quoi en faire de ce bois. Il y a beaucoup plus de ressources que de demandes. Donc on est déficitaire de 6 milliards d'euros tous les ans. Et on le paye tous, ce déficit. Énormément de ressources matières premières, énormément de déficit. Donc le but de cette technologie, à terme, 70% des scieries ont disparu depuis les 20 dernières années, parce que le coût de la main-d'œuvre augmente, le coût du bois stagne, et plus personne s'y retrouve. Alors l'objectif, c'est de pouvoir revaloriser toutes ces essences de bois dont on ne fait rien aujourd'hui, conférer des licences d'exploitation aux scieries pour qu'ensemble, elles deviennent l'outil de production du matériau de demain. Donc voilà, la grande ambition à terme de cette technologie-là, c'est la suivante. Et ça assurera des cycles courts parce que les scieries, naturellement, utilisent du bois qu'elles ont en gestion dans les domaines qui leur sont périphériques. Donc c'est que des systèmes en cycle court et auprès de forêts labellisées PEFC. Oui. Parce que c'est des arbres qu'il faut de toute façon couper ou... Alors, on en coupe une partie, comme vous voyez par exemple dans la forêt des Landes. Après la tempête de 95, ça fait pourtant 20 ans. Les grumes, elles sont toujours là et on les arrose avec de l'eau potable en attendant parce que sinon ça pourrit. Pendant 20 ans, vous avez une ressource qui est là, dont on ne sait pas quoi en faire. Traditionnellement, dans la forêt des Landes, c'est surtout pour les allumettes qu'ils utilisent ça. Donc, il y a des bois qu'on coupe et il y en a d'autres qu'on laisse dans la forêt qui poussent. Mais ça, cet excédent de forêt, on pourrait l'utiliser pour remplacer des matériaux qui sont bien plus émissifs, à savoir du plastique, du béton, plein de matériaux qui sont émissifs. Donc en tout cas, à terme, la forêt française, elle s'accroît de 4 fois la surface de Paris chaque année. Et on n'a jamais eu autant de bois depuis le Moyen-Âge en France. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse utiliser à profit tout cet excédent en remplacement d'autres matériaux émissifs. Et le jour où on voit qu'on a une consommation extrême de bois, on va planter, nous, des arbres ou s'associer avec une NGO qui va planter des arbres pour vraiment être sur un cycle vertueux où tout ce qu'on consomme, on le replante, etc. Je comprenais pas juste l'idée de l'excédent de bois. Enfin, oui. Parce comme ça, spontanément, on a l'impression que c'est plutôt bien que ça agrandisse la forêt, puisque sur la planète, ça a plutôt tendance à rétrécir. Non, pas forcément. Alors, c'est des zones très particulières. L'Asie du Sud-Est, donc on va chercher de l'huile de palme, mais vous voyez qu'à chaque fois, on cible une essence très particulière pour avoir de l'huile de palme. En Amérique latine, on va chercher surtout des bois exotiques qui sont du teck ou de l'IP, toujours pareil. Donc là, on se parle vraiment de déforestation parce qu'on vient couper des arbres pour cibler une essence ou on vient couper des forêts entières pour y mettre du bétail. Nous, dans notre cas, on utilise une ressource naturelle qui n'est pas valorisée. Donc l'origine de cet approvisionnement bois et de ce qu'on va en faire, c'est justement... Je réponds à votre question ou... Oui ? Ok. Oui, mais c'est parce que j'ai pas tous les éléments. Enfin, je suis sûre que oui, c'est juste... Faut que je connais pas tous les enjeux de la déforestation et de la forestation. Très bien. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place le plan Forêt Innovation 2025, par exemple. Donc, on est notamment soutenu par le ministère de l'Agriculture. Et c'est vraiment tout l'enjeu d'utiliser ce bois-là dont on ne fait rien, qu'on coupe et qu'on n'utilise pas, ou qui est là et qui demande à être valorisé, pour en faire quelque chose. Je comprends. Bonjour. Sur la partie architecture, est-ce que le matériau que vous développez, il répond à des normes françaises, européennes, ou là vous allez avoir une limite dans l'utilisation de ce matériau? Non, alors il y a plusieurs labels. Le label bas carbone, mais le bois a un bilan carbone extrêmement vertueux par rapport à d'autres matériaux.
Donc là-dessus, nous, on va juste devoir passer les certifications, mais on n'est pas encore aujourd'hui au stade de l'architecture. Il faut arriver à des sections qui font à minima 1 cm 8, parce que c'est le standard des scieries, ils débitent des planches de 1 cm 8. Aujourd'hui, nous, on est à 5 mm d'épaisseur, mais dans un horizon de 5 ans, on va arriver à cette épaisseur-là, et après, il y aura des validations avec le CSTB qui vont se faire, qui prennent quelques temps. Et ensuite, nous, on va candidater à tous ces labels. Mais aujourd'hui, on voit pas, c'est juste une histoire de temps, on ne voit pas de blocage fondamentaux, ni légaux ou scientifiques, sur le fait d'arriver vers ces certifications. Mais c'est pas tellement la certification, c'est par rapport à la norme, aux normes de construction, oui. Qui limitent peut-être dans la hauteur, qui limitent peut-être dans la superficie des immeubles eux-mêmes. D'accord. Il n'y a pas de limite aujourd'hui de hauteur. Enfin, tout le monde aura envie de construire des bâtiments de grande hauteur en bois. C'est d'ailleurs un grand thème d'innovation dans la construction aujourd'hui. Bouygues, Vinci, tout le monde veut faire des constructions en bois. Le problème, c'est que le bois, il est trop flexible, vous ne pouvez pas construire très haut. Le maximum sur la planète que vous allez trouver, c'est un immeuble de 18 étages. Et 18 étages, c'est un double immeuble haussmannien, donc on ne peut pas vraiment appeler ça une tour, vous voyez. En tout cas... Il n'y a pas de limitation dans certains quartiers, évidemment. Au centre de Paris, vous ne pouvez pas construire des tours, à part à la Défense. Mais ça, c'est indépendant de notre matériau, vous voyez. C'est les codes d'urbanisme, en fait. Donc c'est plus une limite technique, mais en tout cas, ça ne sera pas une limite pour nous réglementaire. Dans certains quartiers, on va pouvoir monter haut, dans d'autres, non. Merci beaucoup. Merci.